Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette tranche d'information de la mi-journée. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Nous ouvrons cette édition d'information par la politique. Il y a un phénomène qui défraie la chronique ce dernier temps. L'annonce publique d'une démission semble désormais plus fréquente et plus médiatisée que celle d'une adhésion. Les micros et caméras se braquent souvent sur des figures qui quittent leur formation politique alors que leur arrivée, pourtant marquante, se déroule sous le silence. Cette asymétrie mérite réflexion, n'est-ce pas, Fulbert Oumana? En politique, chaque geste est porteur de symboles. Quitter un parti, c'est envoyer un message, parfois d'insatisfaction, parfois de rupture idéologique et souvent de repositionnement stratégique. Mais pourquoi ce choix de donner un écho retentissant à la sortie et si peu à l'entrée? Certains analystes y voient une stratégie de communication millimétrée. La démission présentée devant les médias crée un effet de rupture, attire l'attention et place l'auteur au centre de l'actualité. En revanche, l'annonce d'une adhésion jugée plus consensuelle suscite moins de controverses et donc moins de retombées médiatiques. D'autres observateurs avancent que cette tendance traduit un déficit de culture politique où l'engagement se vit davantage comme un mouvement personnel que comme un projet collectif. Quitter, c'est affirmer son indépendance. Adhérer, c'est accepter de s'inscrire dans un cadre et une discipline, démarche moins spectaculaire dans une époque marquée par l'instantanéité médiatique. Des politologues estiment que cette dynamique entretient une perception instable de la scène politique où les loyautés semblent fragiles et les convictions sujettes à fluctuation. Des militants, eux, rejettent que le changement d'allégance se fasse parfois au détriment de la cohérence idéologique, donnant l'impression que l'engagement est régi par des calculs de positionnement plutôt que par une vision à long terme. La question demeure, faut-il repenser la manière dont sont valorisées les étapes de la vie politique? L'adhésion, moment fondateur d'un engagement, ne devrait-elle pas être autant célébrée que la démission? Car, en fin de compte, c'est bien l'équilibre entre le départ et l'arrivée qui garantit la crédibilité et la vitalité de l'action politique. Le secrétaire général de la province du Logone occidental, là nous sommes dans nos provinces, mesdames, messieurs, Alain Dangue Kladoumbaye, a présidé le 14 août dernier à Moundou, chef-lieu de la dite province, la cérémonie d'inauguration officielle d'une nouvelle unité spécialisée dans la nutrition animale et la production d'engrais. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Golmem Ali Emmanuel. Cette initiative mise en place par Isagri Corporation Tchad vise à soutenir le développement agricole du Logone occidental en particulier et du Tchad en général en offrant des produits de qualité pour améliorer la fertilité des sols et la santé du cheptel. Dans sa prise de parole, la promotrice a mis en lumière les raisons qui ont motivé cette initiative. Elle a souligné notamment que cette unité pourrait jouer un rôle crucial dans l'essor de l'agriculture et de l'élevage local en améliorant la qualité des produits et en soutenant les agriculteurs et éleveurs dans leurs efforts. Le Tchad, pour moi, reste le premier pays producteur de viande et des produits dérivés, alors que normalement, nous devions avoir tout ce qu'il faut, tel que la nutrition animale, tel que les produits nécessaires pour amender le sol. Malheureusement, nous n'avons pas cela. Cela a été un constat assez amer pour moi, tout comme ça l'a été pour mon père. Aujourd'hui, nous avons initié ce projet-là. Nous nous sommes battus ensemble, en famille, avec des collègues, avec des amis, la diaspora tchadienne, qui n'a jamais oublié ce côté-là. Les conflits agriculteurs-éleveurs ont causé énormément de pleurs, de sang, de douleurs, ici dans notre pays depuis la nuit des temps. Il est donc temps pour nous de commencer à nous proposer entre nous-mêmes tchadiens des solutions, en partie, puisque tant d'autres solutions viendront. Ensuite, nous l'espérons, pouvoir améliorer cette relation-là.
Le secrétaire général de la province du Logone occidental a souligné l'importance de cette initiative qui arrive à un moment crucial pour la province. Il a précisé que cette offre mérite une attention particulière car elle répond aux besoins croissants en matière de durabilité et de productivité agricole. Dans le contexte actuel où nos terres cultivables sont devenues infertiles à cause des techniques culturelles rudimentaires et où le bétail vit une période critique de manque de pâturage à l'approche de chaque saison pluvieuse, cette offre tombe à bon escient et mérite une attention spéciale. Oui, cette mention spéciale est donc à adresser à la jeune promotrice de cette usine. C'est pourquoi il me sied de lui adresser toute ma profonde gratitude et de l'encourager au nom du délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental. Avec une capacité de production de 5 tonnes par jour, cette unité se consacre à la fabrication d'aliments destinés à la volaille, aux bovins, aux caprins ainsi qu'à d'autres animaux d'élevage domestique. De plus, elle produit également un engrais de qualité pour la fertilisation des sols élaboré à partir de déchets organiques. Lire les notices pharmaceutiques réside dans le fait qu'elles sont un mode d'emploi médical conçu pour garantir que le médicament soit utilisé correctement, efficacement et en toute sécurité. Malheureusement, l'on constate que beaucoup ignorent ce geste qui est d'une importance capitale. Roseline Ndjekourbois. Les notices pharmaceutiques jouent un rôle prépondérant dans l'orientation et le dosage de certaines prescriptions, car comprendre l'usage exact du médicament contribue non seulement au respect des prescriptions, mais aussi à l'amélioration de la santé de certains patients. La notice précise pourquoi et dans quelle situation le médicament doit être utilisé. Elle indique les maladies ou symptômes concernés, évitant ainsi les erreurs d'automédication. Respecter la posologie et le mode d'administration suit les normes des doses exactes, la fréquence, la durée et le traitement et la voie d'administration. De par son rôle dans le maintien de la santé, la notice avertit sur les associations dangereuses avec d'autres médicaments, aliments ou boissons. Les indications de stockage comme température, lumière, humidité grandissent l'efficacité du médicament. Lire la notice permet de mieux comprendre son traitement, de poser les bonnes questions à son médecin ou pharmacien et de participer activement à sa prise en charge. Lire la notice pharmaceutique, c'est protéger sa santé, éviter les accidents médicamenteux et optimiser l'efficacité du traitement. C'est un peu comme lire les instructions avant de monter sur un meuble ou un engin. On gagne du temps, on évite les erreurs et on se rassure pour ne pas avoir des surprises sanitaires désagréables. Merci Goïdje Roseline Ndjekourbois. Santé toujours, puisqu'on en parle, la lutte contre le choléra implique des mesures préventives et curatives. La prévention passe par l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement, notamment l'accès à l'eau potable et des latrines, ainsi que par la vaccination. C'est laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, en particulier après être allé aux toilettes et avant de manipuler de la nourriture s'avère nécessaire. Docteur Nenodji Mbairo l'a dit au micro de Mbaïnadji Nicolas. Pendant cette déjà phase d'alerte qui est déjà liée aux quelques cas qui sont diagnostiqués dans notre pays, il faudrait que chaque personne prenne vraiment les mesures d'hygiène. Il y a d'abord l'hygiène corporelle, il y a l'hygiène environnementale, il y a l'hygiène aussi alimentaire. Par exemple, avant de manger, par exemple, il faut laver les mains avec du savon correctement. À la sortie, par exemple, des WC, WC, il faut aussi laver les mains avec du savon correctement. Il faut aussi couper peut-être les ongles. Si on a des ongles qui sont très longs, il faut les couper et nettoyer. Parce que l'espace qui est entre les ongles et les doigts peuvent constituer également des réservoirs qui peuvent conserver les microbes. Et lorsqu'on veut manger, ça peut aussi nous transmettre. Il faut éviter par exemple la défécation à l'air libre. D'ailleurs, c'est ça qui est la cause fondamentale. Et donc, il ne faut pas déféquer à l'air libre. Il faut également, comme j'ai parlé de l'environnement salubre, ça veut dire qu'il faut, par exemple, il ne faut pas laisser, par exemple, les dépôts des ordures
ménagers, par exemple, il faut les évacuer. Parce que là, les dépôts des ordures vont favoriser également la multiplication des mouches. Et ce sont les mouches là qui sont les vecteurs intermédiaires qui peuvent prendre également les germes et déposer sur les aliments. Et si on veut par exemple manger les aliments, surtout les aliments crus, les crudités, tels que les carottes, les bananes, etc., il faut bien désinfecter avec eau de javel. Et ce qu'on doit cuire également, il faut bien cuire parce qu'à une certaine température, le germe sera également inactif. Donc voilà, ce sont les quelques mesures que chacun de nous doit prendre également. Donc les mesures reposent fondamentalement sur l'hygiène. Donc par exemple, durant cette période d'alerte déjà, si en cas où une personne commence à faire la diarrhée et le vomissement, il faut l'acheminer rapidement à l'hôpital. Surtout, il faut chercher la structure la plus proche pour la prise en charge immédiate. Parce que les complications sont très, très dangereuses, surtout la déshydratation. Parce que par heure, par exemple, la personne peut perdre 1 litre d'eau. Et donc, si c'est les manifestations de choléra et que la personne traîne alors, la personne peut mourir par complications. Donc, dès qu'on a le syndrome diarrhée, vomissement, il faut faire recours à l'hôpital. Dénonçons le comportement de certains jeunes hommes dans cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, lorsque l'écho d'un battement de cœur résonne pour la première fois, il annonce l'aube d'un nouveau chapitre empreint de promesses, d'espoir et de responsabilité. Mais pour certains jeunes hommes, cette mélodie de la vie se transforme en un fardeau insoutenable. Ils disparaissent simplement dans la nature, laissant ainsi derrière eux une jeune femme et un enfant à naître. Lone Evelyne dénonce cette situation. Pour un adolescent ou un jeune adulte, l'annonce soudaine d'une grossesse peut s'apparenter à un séisme intérieur. Encore en quête de repères, tâtonnant dans la construction de son avenir, il se retrouve brutalement confronté à la paternité. Ces bouleversements transforment la perspective d'un moi, centré sur ses propres ambitions, en un nous où se mêlent devoirs, sacrifices et engagements. La peur se fait alors multiple, crainte de ne pas être à la hauteur, inquiétude quant aux moyens financiers, appréhension face à une transformation radicale du mode de vie. À cela s'ajoute un poids plus subtil, mais tout aussi décisif, celui des attentes sociales et familiales, souvent lourdes et inflexibles. Dans certains contextes, la pression de l'entourage ou les préjugés liés à une paternité précoce peuvent précipiter la fuite. L'immaturité, quant à elle, ne se mesure pas uniquement à l'âge. Un garçon de 18 ou 20 ans peut manquer de maturité émotionnelle pour affronter une telle réalité. Le déficit des modèles paternels solides dans l'enfance aggrave cette fragilité. Comment adopter un rôle que l'on n'a jamais vu incarné? Dans certains cas, l'isolement social accentue le malaise, moquerie, exclusion du cercle amical, perte de statut, autant de coups portés à une identité déjà vacillante. Cependant, comme le soulignent certains observateurs, il serait simpliste de réduire ces jeunes hommes à des figures irresponsables à blâmer. Comprendre les ressorts psychologiques et sociaux de leur départ est un préalable à toute solution durable. La réponse se trouve autant dans l'éducation sexuelle que dans l'éducation à la responsabilité émotionnelle. Car au-dessus des peurs et des contraintes, la paternité est un rôle noble et enrichissant. Elle exige du courage, certes, mais elle n'est ni insurmontable, ni synonyme de renoncement à soi. Redonner aux jeunes hommes confiance en leur capacité à assumer cette mission, c'est non seulement préserver des familles, mais aussi renforcer le tissu social tout entier. La page sportive de cette édition d'information, présentation officielle à la presse du nouveau sélectionneur national de Sao version football, Raoul Savoy,
c'est son nom. Le président de la Fédération tchadienne de football, l'association Tahir Oly Hassan, les membres du comité exécutif et de l'agent du sélectionneur étaient tous présents, ce qui marque une étape décisive dans la préparation de l'équipe nationale version football avec l'ambition affirmée de hisser le football tchadien à un niveau supérieur. Maïdi Sadok. La conférence de presse s'est ouverte sur la présentation du parcours professionnel de Raoul Sauvé, figure bien connue du football africain, ayant notamment dirigé le mythique Tonnerre Club de Yaoundé et affronté la JS d'Algérie en compétition continentale. Fort de cette expérience, le technicien a parachevé un contrat de 2 ans s'étendant de 2025 à 2027. C'est là ainsi son engagement avec les SAO. Dans son allocution, le président de la fédération, Tahir Oly Hassan, a salué le travail du comité ayant œuvré à cette nomination et souligne l'importance de ce choix stratégique pour l'avenir du football tchadien. Le cabinet a produit son rapport. Nous avons réceptionné officiellement les rapports du cabinet et nous avons aussi transmis au ministère de la Jeunesse et des Sports avec les rapports globaux avec 4 présélectionnés qui ont été arrêtés par le cabinet. Et parmi les 4 présélectionnés, M. Raoul Savoie qui est à ma gauche, il arrive en tête, le premier sur la liste, les 4 présélectionnés. Donc, M. Raoul Savoie, nous avons fait une décision après avis du ministère de la Jeunesse et des Sports pour les désigner comme sélectionneur de l'équipe nationale le 1er août 2025. Prenant la parole à son tour, Raoul Sauvé a exprimé sa détermination à relever les défis qui l'attendent aux côtés de ses joueurs et son staff technique. Nous avons une mission importante. Je sais qu'il y a énormément de déçus, que l'équipe nationale a donné plutôt des mal de tête à tout le monde ces dernières années. Donc nous sommes au devant d'une très haute montagne qu'il va falloir gravir tous ensemble. Et c'est le genre de challenge qui moi me plaît beaucoup avec mon staff, avec les membres de la fédération. On va faire le nécessaire pour gravir cette montagne et une fois arrivé en haut, on pourra profiter tous ensemble de la vue et du travail qui aura été accompli. Les échanges avec les journalistes ont permis d'aborder l'état actuel de l'équipe nationale, les priorités immédiates du sélectionneur et les perspectives de développement du football au Tchad. Raoul Sauvé a mis l'accent sur l'importance de la discipline, de l'engagement et de la formation continue. Plusieurs fois dans cette conférence, je suis un bâtisseur, j'aime bien les challenges. Et je crois que dans le foot africain actuellement, il y a un endroit où il faut être, parce qu'il y a un immense potentiel, il y a ce stade qui vient d'être construit, il y a justement un projet à mettre en place avec une nouvelle direction, une nouvelle fédération. Donc il y a tous les ingrédients pour justement pouvoir mettre une patte et travailler au quotidien pour construire une nouvelle équipe, une fierté. Le président de la Fédération tchadienne de football association a réaffirmé son engagement pour l'encadrement des jeunes talents, l'organisation régulière des compétitions nationales et la mobilisation de moyens matériels et financiers pour faire progresser durablement le football tchadien. Nous espérons que le football tchadien retrouvera ses lettres de noblesse. Et puis le championnat d'Afrique de joueurs locaux édition 2025, Kenya, Tanzanie, Ouganda bat son plein. Hier, 2 rencontres étaient à l'affiche, à savoir Maroc, Zambie et Angola, République démocratique du Congo. Des rencontres qui se sont soldées par la victoire du Maroc et de la RDC. Chanel Alaou. L'équipe nationale locale du Maroc a remporté une victoire 3-1 contre la Zambie lors de la 4e journée du championnat d'Afrique des Nations. Dès le début du match, les Marocains ont dominé le jeu, multipliant les attaques. La défense zambienne, cependant, a résisté aux assauts marocains durant la première mi-temps. Ce n'est que dans les temps additionnels que le Maroc a ouvert le score grâce à un corner tiré par le capitaine Mohamed Rabi. Au retour des vestiaires, la Zambie a adopté une posture plus offensive. Cette stratégie a permis aux Marocains d'inscrire un deuxième but à la 67e minute. La Zambie a réduit le score à 2-1 3 minutes plus tard sur un coup de pied arrêté. En fin de match, Sabir Bougrine a scellé la victoire du Maroc en marquant le 3e but en temps additionnel, profitant d'un ballon mal dégagé par le gardien zambien. Dans l'autre match du groupe A, la République démocratique du Congo a battu l'Angola sur un score de 2-0. Cependant,
indépendante. La RDC et le Maroc comptent désormais 6 points chacun. L'Angola 4 points et la Zambie 0 points, ce qui entraîne l'élimination de la Zambie de la compétition. Le Maroc affrontera la RDC dimanche prochain pour un match décisif pour la qualification au tour suivant. Le Kenya, leader du groupe A, jouera contre la Zambie. Après un score fleuve de 3 buts à 1 contre l'Ouganda et un nul d'1 but partout face à l'Afrique du Sud, l'équipe d'Algérie affronte la Guinée ce vendredi 15 août à 15h et à 18h. Le Nigeria sera face à l'Afrique du Sud. Voilà ce qui met fin à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, passez une excellente journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.